Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Cette fois, on va s'intéresser aux actions. Vous savez que sur cette chaîne, j'investis principalement en ETF, qui est le socle des investissements pour moi. Mais quand on trouve des actions de qualité, il faut pas s'empêcher d'investir dessus et sur le long terme, on peut vraiment battre le marché. Donc, dans cette vidéo, j'en ai sélectionné 10 actions qui sont éligibles au PEA et qui, pour moi, ont une bonne croissance devant eux et vont surperformer les marchés sur le long terme. Donc, si on commence, dans un premier temps, la première action que j'ai sélectionnée, c'est l'action Safran, donc qui est spécialisée dans l'aéronautique. Donc si on regarde son cours de bourse, on peut voir que sur les 5 dernières années, on est à plus 142, donc ce qui fait une belle performance sur le cours de bourse. Ensuite, si on s'intéresse sur le plan financier, on va volontairement se mettre à 5 ans pour que ça soit quand même un passé, assez récent. Donc on peut voir que sur le chiffre d'affaires, on est à 11 de croissance du chiffre d'affaires par année, ce qui est assez conséquent et proche d'une boîte du S&P 500. Ensuite, on a les free cash flow par action qui augmentent aussi énormément. Donc ça veut dire que le nombre d'actions génère énormément de free cash flow. Ensuite, les free cash flow de l'entreprise, elles, sur les 5 dernières années, sont à 23, donc ce qui est très, très important. Ensuite, si on regarde les actions en circulation, donc les actions en circulation, c'est important puisque, plus le nombre d'actions en circulation va baisser, plus, le cours de la bourse, de l'action va augmenter et en revanche, plus l'entreprise va émettre d'actions, plus la part de l'action sera faible et donc, vous aurez moins de performance. Donc on peut voir que sur les 5 dernières années, elle est à peu près flat, donc au moins on ne dilue pas, la propriété de l'action, détenue par l'actionnaire. Ensuite, si on regarde au niveau des ratios, donc on peut voir que sur la marge brute, sur les 5 dernières années, pardon, je vais m'y mettre là. Donc on a eu toute la phase de covid et de reprise, où on a eu quand même pas mal d'arrêts au niveau de l'aviation. On a une marge brute autour de 47-48, donc ce qui est énorme et après on a des marges nettes qui, en fonction, des investissements qui ont été réalisés, elle va plus ou moins, être élevée, mais la marge brute est très conséquente. Ensuite, au niveau de la rentabilité, donc on va principalement regarder le ROIC, donc c'est-à-dire le retour sur capitaux investis. Donc c'est-à-dire, ça veut dire que pour 1 investi dans l'entreprise, de combien va être la rentabilité sur cet euro investi? Donc on peut voir que depuis, 2022, la reprise, on est autour de, 9, 10-15. Donc un bon ROIC, c'est en principe au-dessus de 10 voire de 15, mais là, on voit qu'il est quand même en croissance depuis de 3-4 années. Donc il devrait s'améliorer dans le temps et atteindre un très bon niveau. Ensuite, on va s'intéresser, ce qui est important également, c'est la solvabilité, c'est-à-dire la dette nette sur EBITDA. Donc en gros, ça va être combien d'années d'EBITDA il va falloir à l'entreprise pour pouvoir rembourser toutes ses dettes. Et donc on voit depuis 2022 qu'elle est même négative, donc ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin d'une année de d'EBITDA pour rembourser, la dette qu'elle a au passif. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, on va aller voir donc la valorisation. Et au niveau de la valorisation, moi j'aime bien regarder plutôt que le prix sur bénéfice, c'est plus le prix sur, free cash flow, car c'est vraiment ce que l'entreprise, gagne et encaisse. Et on peut voir qu'en ce moment, sur les 5 dernières années, elle est valorisée autour de 20, ce qui est plutôt correct pour une boîte avec une croissance autour de 10 ou 11. Donc, à acheter, sur repli, mais en ce moment elle peut être intéressante à acheter. Donc voilà pour Safran. Donc, très bonne entreprise, du CAC 40 à avoir dans son PEA sur le long terme. Il n'y a pas de raison qu'elle performe pas, hormis un contexte, vraiment géopolitique ou quelque chose qui puisse arriver. En principe, la croissance va continuer. Ensuite, on va changer complètement de domaine. On va aller sur l'entreprise Essilor-Luxottica, donc qui elle est spécialisée dans les verres de lunettes et qui récemment a signé des partenariats avec Meta pour faire des lunettes connectées. Donc, il y a un très gros marché qui est attendu, là-dessus et on peut voir que le cours, des Silor depuis 5 ans a augmenté de 138, donc ce qui est vraiment, très conséquent. Ensuite, pareil, si on va sur le plan financier, on voit que son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années est de 13,
donc ce qui est énorme. On sent vraiment que, bah, la population vieillit et donc il y a de plus en plus besoin de lunettes, que ça soit chez les enfants ou chez les personnes âgées. On est de plus en plus nombreux aussi, donc forcément ça permet la croissance, du chiffre d'affaires. Ensuite, si on regarde le free cash flow par action, pareil, on voit qu'il est de 7 par année, donc ce qui est très bien. Au niveau des cash flows, pareil, de l'entreprise, on est à +8, donc on voit qu'il y a une progression, il y a une progression d'année en année. Les rémunérations d'actions, on voit que, ça a augmenté, là, ces dernières années, mais qu'en 2024, on a eu une belle diminution, donc l'entreprise a racheté pas mal d'actions, donc ce qui a permis de soutenir le cours de bourse. Donc heu, donc à voir dans le futur, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Hem, ah non, pardon, excusez-moi, l'action en circulation, c'était ici. Là, c'était le ratio de distribution. Donc on peut voir que, on dilue un petit peu l'actionnaire puisque, on a des augmentations, très légères. Après, c'est pas étonnant étant donné que c'est une action, une entreprise de croissance, elle va forcément, essayer d'émettre, des actions pour faire grandir son capital. Donc voilà, après si on va sur les au niveau des marges, on peut voir que depuis 5 ans, les marges nettes est en augmentation de 72, ce qui est énorme et la marge brute est plutôt stable. Donc on a des marges brutes autour de 63, donc c'est vraiment énorme. Ensuite au niveau de la rentabilité, donc on peut voir sur le ROIC qu'on est en augmentation aussi de 45. Donc après c'est pas un la rentabilité est pas le ROIC est pas énorme puisqu'il est autour de 5, mais mais ça veut pas dire que l'entreprise est pas rentable, hein. Ça veut dire que c'est il faut faire beaucoup plus de volume pour dégager, de la rentabilité. Ensuite, on va avoir la dette. Si on regarde la dette sur EBITDA, on peut voir qu'elle se situe autour de, allez, entre, 1,5 et 2. Une bonne, un bon ratio, c'est faut être inférieur à 3 ans d'EBITDA pour absorber sa dette. Donc là, on est largement en dessous, donc pas de souci. Ensuite, au niveau de la valorisation, si on va, sur le price to free cash flow, on est autour de 20. Là, on a bien augmenté en 2024. L'action a bien progressé là sur cette année, et sur l'année 2024. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu cher. Faudrait peut-être attendre qu'il y ait un petit repli avant de commencer à l'acheter. Mais en même temps, il faut pas, si on pense long terme, il faut pas non plus, essayer d'acheter au meilleur prix, des fois acheter maintenant, pour dans 10 ans, le l'écart ne sera pas très important. Donc voilà pour la deuxième action. Ensuite, troisième action, on va encore changer de domaine. On va aller sur Euronext. Donc Euronext, c'est une place boursière, hem, qui est très connue et donc qui vient se rémunérer via toutes les commissions, les passages d'ordre, les entreprises qui sortent, qui rentrent, sur les places boursières. Donc elle va facturer énormément de frais sur tout ça. Donc c'est une activité autour de la bourse. On peut voir que sur les 5 dernières années, on est à 57 de hausse, mais sur les 10 dernières années, on est à 208. Donc ça fait plus de 20 d'augmentation du cours de bourse, sur 10 ans, donc ce qui est énorme. Pareil, si on va voir sur le côté financier, on peut voir au niveau du chiffre d'affaires que sur les 10 dernières années, on est à 12 et sur les 5 dernières années, pareil, 13. Donc on a une belle croissance. C'est une très bonne rentabilité. Au niveau des free cash flow par action, pareil, 12, de croissance annualisée. Donc heu, donc l'action est vraiment, on a vraiment un bon free cash flow par action. Le free cash flow de l'entreprise, pareil, 19 par an. Donc c'est vraiment une entreprise, une machine à cash quoi, qui est vraiment en train de, mmh, de s'installer, qui d'ailleurs est rentrée dans le CAC 40, récemment. Donc heu, donc c'est une bonne chose pour eux. Ensuite, les actions en circulation, on peut voir qu'elles diminuent dans le temps, donc ce qui est très bien. Ça permet de soutenir le cours de bourse. Ensuite, au niveau des marges, si on se met sur les 5 dernières années, on peut voir que les marges brutes sont énormes puisqu'on est autour de 70-80, hem et des marges nettes aussi très importantes, 36. Donc c'est vraiment un business, très solide. En même temps, une place boursière, va forcément,
va forcément être soutenu par tout le dynamisme, du marché donc c'est pas étonnant. Au niveau des retours sur capitaux investis, on est autour de 6. C'est pas énorme, mais quand on a un business solide, voilà, on est un peu moins, il faut un peu moins être rivé sur cette métrique-là puisqu'on sait que c'est un business, rentable. Après au niveau, de la solvabilité, donc la dette sur EBITDA, on peut voir qu'on est autour de 2, mais qui 2 sur les 5 dernières années à peu près, mais en 2024, on a énormément diminué. Donc on peut voir qu'elle a moins d'1 année d'EBITDA pour couvrir ses dettes, donc ce qui est très bien, donc pas de souci si on s'en réfère à la dernière année. Voilà. Au niveau de la valorisation, si on va sur le price to free cash flow, on peut voir qu'aujourd'hui, on est autour de 18, donc ce qui est correct. Il y a eu une petite correction là récemment qu'on voit ici. Donc, pour moi, c'est un bon point d'entrée, d'ailleurs, sur mon PEA, moi je suis rentré sur Euronext parce que j'estime que c'est une boîte à avoir dans son PEA, et qui sur le long terme devrait normalement performer. Donc ça, c'était la troisième action. Ensuite, quatrième action, GTT. Donc GTT, elle fait du transport de gaz, liquéfié. Donc, c'est vraiment, elle a vraiment une niche, elle remporte aujourd'hui des très gros contrats pour, grâce à ses méthaniers pour, transporter le gaz liquéfié. Donc elle est vraiment assise sur une niche. On peut voir que sur les 5 dernières années, le cours de bourse a fait plus 114, ce qui est énorme et sur 10 ans, on est à 30 de rentabilité et il faut savoir aussi que GTT verse un dividende, assez important puisqu'on est autour de 4,5. Donc voilà, les 3 actions précédentes avaient pas forcément un dividende très important, mais en plus la GTT verse un bon dividende. Si on va au niveau, du chiffre d'affaires, donc on peut voir que le chiffre d'affaires est de, 10 par année, donc très bon. On est vraiment dans une croissance soutenue. Le free cash flow par année est de 21, donc on est vraiment sur une boîte qui est en train de générer vraiment beaucoup de cash étant donné qu'on va voir après, les marges sont énormes. À la fin, il reste beaucoup de trésor. Au niveau des cash flows, pareil, 21, donc c'est énorme sur les 5 dernières années, donc voilà. Après, au niveau des actions en circulation, donc on peut voir que, ça a pas mal diminué en 2021. Hem, on n'a pas forcément l'info, à partir de 2023, mais, ça tend à diminuer dans le temps. Voilà. Ensuite, au niveau des ratios, c'est là où vraiment ça va être très, très impressionnant parce que GTT fait aujourd'hui des marges brutes autour de plus de 90 et des marges nettes à 47. Donc ils sont vraiment dans une niche et aujourd'hui, ils remportent des contrats vraiment partout dans le monde car, aujourd'hui c'est vraiment les principaux acteurs sur cette activité. Au niveau de la rentabilité, là aussi, très important puisque quand on a vu, tout à l'heure autour de entre 5 et 15 de ROIC, aujourd'hui sur GTT, on est à plus de 50 de ROIC. Donc c'est vraiment on est assis sur une entreprise très, très rentable et très solide. Et enfin, si on regarde la dette nette sur EBITDA, bah, en fait, elle est négative. Donc, ils génèrent tellement de cash flow, tellement de rentabilité qu'en fait, ils ont même pas besoin d'une année de bénéfices pour rembourser leur dette. Et à ça, la valorisation, on peut voir que en plus, la valorisation est assez basse puisque jusqu'en 2024, on était à 13, de price to free cash flow. Et en fait, c'est une entreprise qui a jamais été trop surévaluée car peut-être un peu méconnue et les gens, s'intéressent peut-être pas trop à l'activité. Et c'est vraiment une boîte aujourd'hui, on peut vraiment investir dessus car, la valorisation est totalement correcte, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la quatrième action. Ensuite, cinquième action, on la présente pas, Hermès, donc, entreprise du luxe. Donc Hermès, j'ai pris volontairement Hermès car pour moi elle a des fondamentaux plus solides que LVMH. Mais après au niveau du prix, comme sur PE, on est obligé d'acheter des actions entières et qu'aujourd'hui elle est à plus de 2 000 €. Faut aussi comprendre qu'on préférerait se diriger vers LVMH. Donc, Hermès aujourd'hui sur les 10 dernières années, c'est 56 de rentabilité sur l'action et
et 157 sur les 5 dernières années. Donc c'est monstrueux. Donc c'est la référence dans le luxe, hein, c'est-à-dire que c'est LVMH est un conglomérat de plusieurs marques, mais Hermès, c'est vraiment le luxe, la référence dans le luxe. Au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir qu'on est à 19 de croissance par an, donc ce qui est énorme. En 2025, on a eu un petit ralentissement lié à la baisse de consommation en Chine, mais sur le long terme, ça va reprendre. D'ailleurs, je pense que sur 2026, la consommation chinoise va reprendre et Hermès va retrouver ses niveaux de croissance. Ensuite, le free cash flow par action plus 33 donc c'est monstrueux, pas de souci, c'est vraiment une machine à cash. Le cash flow, pareil, 33 donc pas de problème là-dessus. Au niveau des actions en circulation, donc on peut voir que, c'est à peu près stable, donc pas de dilution d'actions, donc c'est une bonne chose. Au niveau des ratios, si on regarde les marges, on peut voir qu'elles sont en augmentation sur les 5 dernières années et on est autour de 73 de marge brute, donc ce qui est énorme, et des marges nettes aussi 32 et 30. Donc c'est vraiment très, très bon. Donc ça, c'est OK. Et après sur le ROIC, pareil, très, très bon ROIC puisqu'on est au-dessus de 20. Donc entreprise très rentable. Et enfin, si on va voir la dette, donc la dette sur EBITDA, donc on peut voir que pareil, on est en négatif, donc c'est comme le business est rentable, on n'a même pas besoin d'une année de bénéfices pour rembourser les dettes. Au niveau de la valorisation, c'est là peut-être qu'il va y avoir un problème puisque aujourd'hui on est très, très, valorisé, même survalorisé sur Hermès puisqu'on est à plus de 40 sur en price to free cash flow, donc ce qui est énorme. Il faudrait être autour de 20, aller 30. On peut aller jusqu'à 30 étant donné que la croissance est importante, on peut se permettre de surpayer un peu, l'action, mais là c'est trop élevé donc faudra attendre des corrections. Sachant que là on n'a pas 2025, elle a un peu corrigé, mais elle doit toujours être autour de 35 ou 40, donc ce qui est encore élevé. Surtout un peu dans l'incertitude où on est aujourd'hui sur le luxe. Donc peut-être attendre un repli supplémentaire, pour voir. Ensuite, action suivante, Schneider Electric. Donc Schneider Electric, entreprise dans qui fournit, des solutions électriques et notamment, ces dernières années qui se spécialise dans les data centers. Donc, pour tout ce qui est IA aux États-Unis, ils sont très implantés, leur chiffre d'affaires est pas forcément en France, beaucoup à l'étranger et ils sont en train d'énormément, grossir aux États-Unis. On fait appel à eux pour équiper tout ce qui est centrale et pour faire tourner tout ce qui est puces et IA qui a besoin de beaucoup de serveurs, donc vraiment une croissance à venir pour Schneider. D'ailleurs, on le voit sur les 5 dernières années, on est à plus de 100 et sur les 10 dernières années, 34 ce qui est monstrueux. Ensuite, si on va sur le chiffre d'affaires, on peut voir qu'on est à 9 de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Au niveau du free cash flow par action, 5 hem Donc voilà, pas de souci, cash flow 5 aussi. C'est pas forcément énorme, mais faut savoir que dans les 5 dernières années, là, on a l'effet du covid. Après, si on regarde, là, sur les 3 dernières années, ça doit être un peu plus solide. Ensuite, sur les actions en circulation, on peut voir que ça augmente un petit peu, mais c'est plutôt stable. Il y a des années où on rachète, des années où on dilue un peu l'actionnaire. Donc voilà, c'est pas bloquant. Au niveau des marges, sur les 5 dernières années, on peut voir qu'on est, sur des marges brutes à plus de 40 et sur des marges nettes au-dessus de 10. Sur les marges nettes, moi, j'aime bien être au-dessus quand même de 10 parce que c'est vraiment, la marge finale, de ce qui va découler, après, de l'activité en termes de cash flow et de bénéfices. Donc là, on est au-dessus de 10 donc c'est solide, sachant qu'on l'a augmenté de 6 par an sur les 5 dernières années. Au niveau de la rentabilité, donc le ROIC, on est à 10 9-10 ça doit être un peu mieux sur 2025. Donc voilà, c'est correct, mais c'est pareil, c'est une entreprise solide, donc pas de souci. Et enfin, au niveau de la dette sur EBITDA, donc on est autour de 1, donc là, c'est pareil, une année de bénéfice pour rembourser sa dette, donc pas de souci. Et au niveau de la valorisation, free cash flow,
Donc là, on est un peu élevé, sachant que sur 2025, le cours, il a un peu, stabilisé. Donc on doit toujours être autour de ces prix-là, donc peut-être attendre encore un peu une correction, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu cher pour au moins revenir entre les 20 ou les 25. Parce que là, 30, ça fait un peu trop. Voilà pour Schneider. Ensuite, 7e action, donc on va être sur ASML. Donc ASML qui est une entreprise, néerlandaise et qui fabrique des machines lithographiques pour, faire des gravures de puces. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est les leaders, ils ont un énorme avantage puisque c'est les seuls qui sont capables de faire des gravures de puces avec en nanomètres, qui sont vraiment, d'une précision, dingue. Et aujourd'hui, on essaye de les copier, mais leur machine reste la référence. Et surtout ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est toute la partie maintenance, puisqu'après ils vont faire des entretiens de machines, chez les clients. Et donc bah, c'est là où les marges vont exploser. Donc on peut voir que sur les 10 dernières années, on est à plus de 1000 d'augmentation du cours de bourse, donc ce qui est énorme. Sur les 5 dernières années, 150. Donc on avait eu une petite chute sur l'année, que où il aurait été bien de se positionner puisqu'après ça a bien remonté. Donc au niveau, du chiffre d'affaires, donc on est à plus 15 de chiffre d'affaires, par an sur les 5 dernières années, donc c'est énorme. On peut voir que ça augmente en ligne droite. Sur le free cash flow par action, 22, pareil, c'est énorme, donc c'est top. Cash flow 20, c'est à peu près identique. Si on va voir après du côté des actions en circulation, donc là, on est en train de diminuer le nombre d'actions en circulation, donc ça permet de soutenir le cours de bourse, donc c'est vraiment très bien, pour l'actionnaire. Après, au niveau des ratios, si on regarde les marges, donc on a des marges plutôt stables, mais qui sont quand même assez énormes puisqu'on a des marges brutes à 50 et des marges nettes autour de entre 25 et 30. Donc ce qui est énorme, hein. Donc même si la croissance est pas dingue, le maintien déjà de ces marges est déjà très bien. Au niveau de la rentabilité, le ROIC, donc très bien, on est entre 25 et 30, donc c'est vraiment ultra ultra rentable. Hem Et enfin, au niveau de la dette, solvabilité. Donc là, pareil, entreprise rentable qui dégage pas mal de free cash flow, donc on est en négatif, donc même pas une année pour rembourser sa dette. Et ensuite, au niveau de la valorisation, si on va sur le price to free cash flow, c'était énorme, on était à 80 en 2023. Là, en 24, on était à 30. On a dû redescendre autour de 20 au cours de 2025 avec le petit creux. Mais voilà, aujourd'hui, elle est énormément remontée, donc on est revenu au niveau de 2024, donc on est à 30. Donc ça me paraît un peu cher, sachant qu'elle est amenée des fois à corriger, comme il peut y avoir des incertitudes sur l'IA ou autres, qui peuvent les impacter, même s'ils ont un avantage, concurrentiel. Attendre peut-être un repli avant de se positionner dessus. Ensuite, on va avoir la Deutsche Börse. Donc là, qui est la place boursière allemande, hem et donc bah, pas au même titre qu'Euronext, qui est la bourse européenne. Heu, la bourse allemande, elle, va se rémunérer donc avec toutes les commissions, les passages d'or, les achats d'actions, et cetera. Un peu la même activité que Euronext. Hem Et on peut voir que sur les 10 dernières années, on est à 187 et sur les 5 dernières années, 62. On peut voir que le cours de bourse est quand même, top. On a corrigé en 2025. Donc ça aurait été c'était en cours de correction. Là, sur novembre, c'est en train de remonter un peu. Ça peut être le bon moment pour se positionner dessus. Si on va voir au niveau, du chiffre d'affaires, sur les 5 dernières années, on est à 14 de chiffre d'affaires, de croissance du chiffre d'affaires, donc c'est top, vraiment. Pareil, business, rentable, sûr, une place boursière, la bourse allemande ne va pas fermer demain, donc c'est vraiment intéressant. Free cash flow par action 11. Free cash flow pareil 11. Pas de souci. Ensuite, si on va sur les actions en circulation, on peut voir qu'elles se maintiennent. Il n'y a pas de dilution, il n'y a pas d'augmentation, heu, du nombre d'actions en circulation. Au niveau des marges, si je me mets sur les 5 dernières années, on peut voir qu'elles sont à peu près flat. Ça va dépendre des années en fonction de comment se comporte la place boursière. C'est une action de toute façon en cas de crise géopolitique ou d'incertitude, c'est souvent
une action qui va baisser puisque, bah, la bourse elle-même va baisser. Donc ça peut être des opportunités d'entrée, mais on peut voir que les marges sont quand même très importantes parce on est à 60 de marge brute, 28 de marge nette, donc ce qui est vraiment top. Au niveau du ROIC, on est un peu faible, on est moins de 10. Mais pareil, c'est des business solides donc voilà, c'est important, mais tant qu'on est au-dessus de 0, pour moi, c'est OK. Après, au niveau de la dette, dette sur EBITDA, donc on peut voir qu'on est un peu élevé. On est toujours en dessous d'un ratio de 3, donc pour moi, c'est bon, on est à plus de 2 années d'EBITDA, pour rembourser sa dette. Donc voilà, j'ai pas de souci. On peut voir que c'est quand même stable entre 23 et 24. On a bien augmenté, donc il y a dû y avoir des investissements de fait, sur ces années-là. Ensuite, au niveau de la valorisation, si on va sur le price to free cash flow, donc on peut voir qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui se valorise autour de 20, donc ce qui est très bien, sachant qu'en 2025, le cours a un peu baissé en 2025, donc on devait même être en dessous de ces prix-là. Donc pour moi, bon moment pour investir sur Dutch Bourse. Pas de souci là-dessus, pour y investir. Allez, 9e et avant-dernière action, Novo Nordisk. Novo Nordisk, spécialisé dans les traitements antidiabétiques, anti-obésité. Hem, Ils ont connu, une énorme chute du cours de bourse, étant donné que la croissance a ralenti. Ils ont un énorme concurrent aux États-Unis qui s'appelle Eli Lilly et qui, elle, pour le coup, a vraiment une croissance soutenue. Après, ils sont pas énormément, de concurrents sur le marché. Ils sont 2, mais ils ont affaire aussi à pas mal de contrefaçons, de copies et en fonction, pareil, des tests cliniques, des essais cliniques, s'ils ont des succès ou des échecs, bah, le cours de bourse peut être, mouvementé. Donc là, on voit qu'on a subi une belle correction, mais par contre, sur les 10 dernières années, on reste quand même à 5, ce qui est pas énorme étant donné la correction. Mais voilà, c'est une entreprise qui va se reprendre et qui est solide si on regarde un peu les fondamentaux au niveau financier. Donc là, c'est hors 2025. Donc il faut savoir que 2025, il y a eu une petite chute de la croissance, mais avant ça, c'est 18 de croissance annualisée. Donc là, l'entreprise a changé, tout son comité de direction. Ils ont fait des coupes, budgétaires et ils ont fait des plans de licenciement, notamment pour restructurer toute l'entreprise, pour repartir. Donc je m'inquiète pas étant donné qu'on est sur des croissances à 2 chiffres, il y a pas de raison, même s'il y a un ralentissement, que ça reprenne pas et on le verra d'ailleurs sur la valorisation, tout à l'heure. Après sur free cash flow, 20, c'est énorme. Si on va au niveau, des actions en circulation, c'est une entreprise en plus qui fait pas mal de rachats d'actions, donc pour soutenir le cours et il me semble que sur 2025, il y a eu pas mal de rachats puisque du coup, comme le cours de baisse a beaucoup chuté, l'entreprise a profité pour en acheter, donc ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils croient dans le business parce qu'ils ont racheté pas mal d'actions. Ensuite, au niveau des ratios, si on va sur les marges, on voit qu'en termes de croissance, c'est stable, mais par contre, les marges sont monstrueuses. On est à plus de 80 en marge brute et 35 de marge nette, donc ce qui est vraiment, vraiment très solide. Même si on était amené à baisser un peu en chiffre d'affaires, un peu en marge, parce que, bah, pour aller chercher d'autres marchés, baisser peut-être les prix du fait de la concurrence, on sera encore sur des marges très, très soutenues. Donc business très, très rentable et très pérenne. Au niveau du ROIC, pareil, c'est monstrueux, on est entre 50 et hem et 60, et 40. Donc ce qui est énorme, donc entreprise très, très rentable et au niveau de ses dettes, dette sur EBITDA, donc on est, à 0,63, donc ce qui est ridicule, même pas une année de bénéfice pour rembourser ses dettes et enfin au niveau de la valorisation, si on va sur le price to free cash flow, donc là, on peut voir elle s'est toujours, achetée très, très cher, à plus de 30 son price to free cash flow. Mais aujourd'hui, il me semble qu'elle a dû baisser autour de 20, il me semble, au plus bas sur 2025. Donc là, et là, la correction est peut-être pas finie puisqu'on est en train de se stabiliser. Mais dans les années à venir, on pourrait croire que c'est un pari, mais l'entreprise va pas disparaître. Elle fait toujours des produits avec des marges importantes, donc il y a pas de raison qu'elle se reprenne pas.
Donc moi personnellement, j'ai du Novo Nordisk, en portefeuille, même si ça se fait un peu massacrer. Hem, Moi je tiens ma position parce que j'y crois. Et enfin dernière action, ID Logistique, donc qui est une entreprise qui n'est pas cotée, qui est une entreprise française, mais pas sur le CAC 40. Elle l'a pas encore intégrée. Donc c'est une entreprise dans la logistique qui fait énormément d'investissements, qui construit beaucoup d'entrepôts. Ils se sont implantés au Canada, aux États-Unis et donc c'est vraiment une entreprise qui est en train de croître énormément. On peut voir sur les 10 dernières années, on est à plus de 200, donc 20 de rendement, annualisé sur cette action. Si on va, au niveau, du croissance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, 13, sur les 5 dernières années, 15. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une entreprise qui est en train de croître énormément. Free cash flow par action 18, c'est énorme. Cash flow 100. Donc on est vraiment sur une entreprise qui dégage de la trésorerie, malgré des investissements qu'elle est en train de faire puisque, bah, comme elle construit beaucoup d'entrepôts, elle est amenée à beaucoup dépenser en CapEx, mais malgré ça, elle tient sa trésorerie et ses cash flows. Les actions en circulation aujourd'hui sont à peu près flat. On doit diluer, mais vraiment c'est ridicule, hein, donc c'est vraiment pas significatif. Au niveau des ratios, hem, on peut voir que c'est un peu en dents de scie. Les marges sont pas forcément très élevées, mais en même temps sur la logistique, c'est pas choquant. Hem, Après ce qui va compter, c'est pas forcément le pourcentage est important, mais étant donné qu'elle est en train de croître, elle va faire en fait augmenter sa marge en valeur et pas forcément en pourcentage puisqu'elle est en train de s'étendre. Mais on n'aura jamais des marges énormes sur de la logistique. Donc, pour moi, c'est plutôt stable, donc c'est malgré la croissance, donc ça veut dire qu'on maîtrise quand même l'activité. Au niveau de la rentabilité, on peut voir que le ROIC est un peu faible, étant donné que, bah, l'activité dégage des free cash flow, mais les marges sont pas énormes. Donc effectivement, un ROIC un peu faible, ça pourrait freiner, certains investisseurs. Bon après, j'ai pas de doute sur l'activité. Hem Et enfin sur les dettes sur EBITDA. Donc là, on est un peu élevé, on est en dessous de 3, mais effectivement du fait qu'ils investissent énormément, bah, forcément on a une dette qui augmente, hein, mais mais c'est le propre de l'activité de construire des entrepôts un peu partout, pour dégager, du chiffre d'affaires et faire du volume. Donc pas étonnant. Et au niveau de la valorisation, price to free cash flow, donc on est très bas étant donné qu'elle dégage énormément de trésorerie. On peut voir qu'aujourd'hui elle est très, très peu, elle est énormément sous-valorisée. Donc c'est une entreprise qu'on pourrait rentrer en portefeuille aujourd'hui et que moi je surveille car, vraiment sur le long terme, je pense que je l'achèterai sur mon PEA. Donc, voilà pour, les 10 actions pour moi, qu'il faut détenir, sur son PEA pour 2026. C'est des entreprises qui ont de la croissance, qui ont des marges, qui ont des business rentables, qui ont des, mmh, des avantages concurrentiels, qui sont solides, peu de dettes. Donc, pour moi, c'est vraiment le top 10 à avoir sur son PEA. Et après, donc j'avais mis qu'il y avait un petit bonus. Donc moi, pour moi, les 3 entreprises bonus, ça va plus être des entreprises, qui vont être défensives, c'est-à-dire qui vont avoir des business très solides, qui sont là depuis des années, qui versent des dividendes et qui, sont plutôt des actions, bon père de famille. On va bien sûr avoir Total Energy que moi j'ai dans mon portefeuille, donc qui a un cours de bourse qui a pas énormément évolué sur les 5 dernières années, mais par contre, ils ont à cœur de soutenir le dividende. Le dividende augmente depuis de nombreuses années et donc c'est vraiment une entreprise défensive qui est liée quand même au cours du pétrole, mais qui se développe beaucoup avec l'énergie renouvelable, l'électricité. Donc c'est vraiment ils sont en train de se transformer et faire le changement énergétique. Donc voilà, pour moi, c'est une entreprise solide, pas à avoir en majorité dans son portefeuille, mais d'en avoir un peu, c'est bien. La deuxième action, défensive pour moi, c'est Air Liquide. Donc Air Liquide qui est une des actions préférées, des Français. Donc on peut voir que sur les 10 dernières années, elle a quand même augmenté de 133. Après, elle a une croissance qui diminue un peu. Elle a pas des Elle a pas un chiffre d'affaires, vous voyez, qui augmente énormément dans le temps. Sont pas forcément, les marges nettes sont pas forcément énormes et on peut voir que sur 2025, il commence à y avoir un petit ralentissement. J'aurais pu la mettre dans mes 10 effectivement, mais ce qui est important avec Air Liquide, c'est que quand on les passe au nominatif administré, c'est-à-dire qu'on
on est renseigné dans le cahier des actionnaires auprès d'Air Liquide. Au bout de 2 ans de détention, on a le droit à une action gratuite et 10 de dividendes supplémentaires. Donc c'est une action, si on la détient sur le long terme pendant 10, 15, 20 ans, on va avoir cet effet boule de neige au niveau des actions supplémentaires et des dividendes qui la rend encore plus intéressante en plus de son business. Et enfin, la troisième et dernière action solide pour moi, c'est Sanofi, entreprise pharmaceutique française. Euh, donc là, clairement, on ne l'achète pas pour la hausse de son cours de bourse, mais vraiment pour la solidité. Elle est là depuis des années, des milliers d'employés. On a un dividende qui est quand même plutôt intéressant, autour de 5. Son dividende est toujours en croissance. Voilà, c'est une entreprise très cyclique, étant donné que bah, forcément, ils développent des médicaments ou des solutions pharmaceutiques. Donc, il peut y avoir des essais des fois qui échouent, d'autres qui réussissent. Et donc, en fonction des résultats annuels et de tout ça, bah, elle va beaucoup fluctuer. Donc, voilà, moi, c'est sur les 3 actions, c'est celle que je mettrais à peu près le moins en portefeuille. Mais pour moi, c'est vraiment, par contre, une action défensive. Donc voilà, fin de la vidéo, voilà les 10 actions. Dis-moi toi en commentaire, si tu as d'autres actions, pour toi qui paraissent essentielles à avoir dans son PEA. Hem, Si tu veux ouvrir un PEA, le mien, moi je l'ai ouvert sur Fortuneo. Tu as un code de parrainage, dans la description, si tu veux soutenir la chaîne et on se retrouve pour, une prochaine vidéo. Allez, salut. J'ai investi principalement en ETF.